Le jour de mes 18 ans, au lieu d'un gâteau et de cadeaux, mes parents adoptifs m'ont tendu un sac poubelle contenant mes vêtements et m'ont dit la vérité qui a détruit tout ce que je pensais savoir de ma vie. Nous ne t'avons adopté que pour l'argent du gouvernement, a dit ma mère, calculatrice à la main, ses doigts se déplaçant sur les touches comme si elle comptabilisait 18 ans de profit. 1300 € par mois, Antoine. Tu as été une source de revenus fiable, mais maintenant que tu as 18 ans, l'échec s'arrête. Mon nom est Antoine Lefebvre, ou du moins c'est ainsi que l'on m'a appelé pendant 18 ans. La femme qui me parle est Béatrice Lefebvre, la seule mère que j'ai jamais connue. Elle a 52 ans, travaille comme guichetière de banque, et apparemment me considère comme un investissement financier qui vient d'arriver à échéance. Assis à côté d'elle, évitant le contact visuel comme il le fait toujours lors des confrontations, se trouve Henri Lefebvre, mon père adoptif. Il gère les stocks dans une quincaillerie et m'a appris tout ce que je sais sur la réparation de moteurs, bien que je commence à réaliser que ces leçons étaient probablement juste pour me tenir occupé, pas parce qu'il s'en souciait. Vous plaisantez, ai-je dit, ma voix ne fonctionnant qu'à peine. C'est le 15 mars, mon anniversaire. Vous me dites sérieusement ça le jour de mon anniversaire? Henri s'est agité sur sa chaise, la même chaise en bois où il était assis pendant 18 ans de dîner silencieux. Les subventions d'adoption se terminent quand tu as 18 ans. C'était toujours le marché. Le marché? J'ai senti mes jambes devenir faibles. Je suis votre fils. Je ne suis pas un marché. Béatrice a levé les yeux de sa calculatrice pour la première fois. Ses yeux gris étaient aussi froids qu'ils l'avaient toujours été. Mais maintenant je comprenais pourquoi. Non, Antoine, tu étais un pupille de l'État que nous avons accepté d'héberger en échange d'une compensation. Nous avons rempli nos obligations contractuelles. Nourriture, logement, éducation. Le contrat est maintenant terminé. Elle s'est levée, a marché jusqu'au coin de la cuisine où un sac poubelle noir était posé comme une tumeur contre le mur blanc. Tes affaires sont là-dedans. Article personnel seulement. Tout ce que nous avons acheté reste notre propriété. J'ai regardé ses mains. Les mêmes mains qui avaient préparé mes déjeuners scolaires, bien que maintenant je réalisais qu'elles n'avaient préparé que le minimum requis par les directives de l'État. Les mêmes mains qui avaient signé mes bulletins scolaires, bien qu'elles n'aient jamais demandé mes notes au-delà de savoir si je réussissais. Les mêmes mains qui n'avaient jamais, pas une seule fois en 18 ans, cherché à me réconforter quand j'avais peur, ou j'étais malade ou triste. Tu as jusqu'à midi pour quitter les lieux, a continué Béatrice, retournant à sa place. Cela te laisse 2h13 pour prendre des dispositions. Henri a finalement parlé, sa voix à peine un murmure. Béatrice, peut-être pourrions-nous lui donner quelques jours pour qu'il s'organise. Elle s'est tournée vers lui avec le regard qu'il avait fait taire 1000 fois auparavant. Le paiement de l'hypothèque est dû demain, Henri. Nous devons mettre la chambre sur le bon coin cet après-midi. Quelqu'un a déjà appelé pour la louer. Vous louez ma chambre? La réalité s'écroulait par vagues. Vous avez déjà quelqu'un en ligne. Ce n'est pas ta chambre, a corrigé Béatrice. Ça ne l'a jamais été. Tu étais un invité de longue durée dont le séjour est terminé. Je suis resté là dans la cuisine où j'avais mangé pendant 18 ans, fixant ces deux personnes que j'avais appelées maman et papa, pour qui j'avais fait des cartes de fête des pères à l'école primaire, que j'avais tant essayé de rendre fiers. Henri ne voulait pas me regarder. Béatrice est retournée à sa calculatrice, passant déjà à d'autres chiffres, d'autres calculs, comme si le fait de se débarrasser d'un investissement de 18 ans n'était qu'une autre transaction du mardi matin. Je n'ai nulle part où aller, ai-je dit, détestant la petitesse de ma voix. J'ai 47 € dans mon portefeuille. Où suis-je censé aller? Béatrice a sorti un dépliant de son dossier parfaitement organisé. Bien sûr, elle avait un dossier. Bien sûr, elle s'était préparée à cela comme à une présentation d'affaires. Il y a un foyer d'hébergement en centre-ville. Ils acceptent les adultes de 18 ans et plus. L'adresse est surlignée. Un foyer d'hébergement. La femme qui m'avait élevé depuis mes 3 mois me donnait les indications pour un foyer d'hébergement comme si elle me donnait une recette de lasagne. S'il vous plaît, ai-je dit, et je me détesterais de supplier plus tard, mais à ce moment-là, j'étais désespéré. Donnez-moi juste une semaine. Laissez-moi trouver quelque chose. Je paierai un loyer. Avec quel argent, a demandé Béatrice, son ton suggérant qu'elle connaissait déjà la réponse. Ton travail à temps partiel dans ce garage. 30 heures par semaine au SMIC ne couvriront pas un loyer au prix du marché. Elle avait raison,
bien sûr. Elle avait toujours raison sur les chiffres. J'avais économisé pour le lycée professionnel, j'avais réussi à mettre de côté 800 € en 2 ans. Cela ne couvrirait même pas une caution nulle part. Henri s'est levé brusquement, incapable de rester assis avec sa culpabilité plus longtemps. « Je vais au travail », a-t-il marmonné, attrapant ses clés accrochées à la porte. Il s'est arrêté un instant, la main sur la poignée de porte. « Bonne chance, Antoine. » Et puis il était parti. Le son de son utilitaire démarrant dans l'allée, me laissant seul avec Béatrice et sa calculatrice et mon sac poubelle d'affaires. « Le temps presse », a dit Béatrice sans lever les yeux. « J'ai des courses à faire à 11h30, et je verrouillerai la maison quand je partirai. » Je me suis dirigé vers le sac poubelle, je l'ai soulevé. Il ne pesait presque rien. 18 ans, et tout ce que je possédais tenait dans un seul sac poubelle. J'ai regardé à l'intérieur. Mes vêtements, quelques livres, ma brosse à dents, la montre que mon patron du garage m'avait offerte pour Noël. Rien de Béatrice ou d'Henri. Pas de photos de famille, pas de souvenirs, aucune preuve que j'avais jamais fait partie de cette famille. Ai-je jamais été quelque chose pour vous, ai-je demandé, n'attendant pas vraiment de réponse, mais ayant besoin de demander quand même. En 18 ans, y a-t-il eu un moment où vous avez ressenti quelque chose? N'importe quoi. Béatrice m'a finalement regardé. Vraiment regardé. Et juste une seconde, j'ai cru voir quelque chose vaciller dans ses yeux. Mais ensuite elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Le même geste efficace que j'avais vu 1000 fois. Tu étais une responsabilité que nous avons gérée avec succès. Nous ne t'avons jamais frappé, jamais affamé, jamais violé les termes de notre accord avec l'État. Cela devrait suffire. Mais ce n'était pas suffisant. Cela ne le serait jamais. Et alors que je me tenais là, tenant tout ce que je possédais dans un sac poubelle, sur le point de sortir dans un monde qui n'avait soudain plus de place pour moi, j'ai réalisé que certaines personnes sont capables d'élever un enfant pendant 18 ans sans jamais réellement le voir comme autre chose qu'un chèque mensuel. Au revoir, Béatrice, ai-je dit, ne l'appelant pas maman pour la première fois de ma vie. Elle était déjà retournée à ses chiffres, additionnant autre chose, calculant une autre transaction dans sa vie nette et ordonnée qui continuerait exactement comme prévu maintenant que l'inconvénient d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre était enfin terminé. Grandir dans la maison Lefebvre en banlieue parisienne n'était pas parfait, mais je pensais que c'était normal. Chaque famille avait ses bizarreries, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais quand Béatrice me présentait lors de ses fonctions bancaires comme « Antoine, notre fils adoptif », soulignant toujours ce mot. Adoptif comme si elle clarifiait que j'étais un chien de sauvetage de la fourrière. Henri se contentait d'acquiescer, sirotant sa bière coupée d'eau, ne la corrigeant jamais, n'intervenant jamais pour dire que notre fils était suffisant. Ils m'ont adopté quand j'avais 3 mois. Je ne sais pas grand-chose des circonstances, juste que j'étais un pupille de l'État, et qu'ils étaient des parents d'accueil agréés pour l'adoption. Béatrice gardait les papiers dans un classeur verrouillé dans leur chambre. Je l'avais vu l'ouvrir 2 fois en 18 ans, les 2 fois, le refermant rapidement quand j'entrais, comme si je l'avais surprise en train de compter de l'argent dont elle ne voulait pas que je sache l'existence. Notre maison était modeste, mais propre, un pavillon de 3 chambres avec des murs beiges et des tapis beiges et tout beige. Béatrice croyait que la couleur était une dépense inutile. Les tons neutres ne se démodent pas, disait-elle, de la même manière qu'elle disait que les marques génériques ont les mêmes ingrédients, ou il ne sert à rien de chauffer toute la maison quand les pulls existent. Chaque décision était filtrée à travers le prisme de l'efficacité maximale, du coût minimum. Henri m'a appris des choses pratiques, bien que je réalise maintenant que c'était probablement juste pour me tenir occupé. Il m'a montré comment changer l'huile, faire la rotation des pneus, réparer un robinet qui fuit, réparer une cloison sèche. Un homme doit savoir réparer les choses, disait-il en me tendant une clé. Mais il ne m'a jamais laissé travailler sur son bien le plus précieux, une Mustang de 1969 qu'il gardait sous une bâche dans le garage. Ce n'est pas pour les enfants, disait-il, même quand j'ai eu 17 ans et que je n'étais plus vraiment un enfant. Je comprends maintenant que je n'allais jamais être assez vieux parce que je n'étais jamais vraiment son fils. La pièce verrouillée dans notre sous-sol aurait dû être mon premier indice. Il disait que c'était juste un débarras, mais parfois j'entendais Béatrice là-bas au téléphone, sa voix étouffée, mais discutant clairement de chiffres, toujours des chiffres. Quand j'étais plus jeune, je pensais que parfois elle travaillait à la maison. Maintenant, je me demande si elle parlait aux assistantes sociales, confirmant les dépôts, discutant de mon dossier. L'école était mon évasion.
Non pas que j'étais particulièrement populaire ou intelligent, juste moyen en tout. Invisible de la meilleure façon. Les professeurs m'aimaient parce que je ne causais pas de problème. Les autres enfants me toléraient parce que je pouvais réparer leur voiture sur le parking de l'école pour pas cher. J'avais des amis, en quelque sorte, le genre avec qui on déjeune mais qu'on n'invite jamais à la maison. Comment aurais-je pu? Notre maison ressemblait à un musée où quelqu'un vivait accidentellement. Tout à sa place, aucune chaleur nulle part. J'ai commencé à travailler chez Réparation Auto Dubois quand j'ai eu 16 ans. Le vieux Dubois avait environ 70 ans, couvert de tatouages de ses jours dans la marine, et avait oublié plus de choses sur les moteurs que la plupart des gens n'en apprennent jamais. Il me payait au noir au début, puis officiellement quand j'ai eu 17 ans. Tu as de bonnes mains, gamin, me disait-il. Stable, patient. C'est rare de nos jours. L'argent allait directement sur mon compte d'épargne, moins ce que Béatrice me facturait pour les imprévus, une fois que j'ai commencé à travailler. 50 € par mois pour l'augmentation de la consommation d'électricité, 30 pour l'usure de la maison, 25 pour les frais administratifs, ce qui, je pense, signifiait le temps qu'elle passait à me conduire au travail avant que j'aie mon permis. Elle avait une liste détaillée. Bien sûr qu'elle l'avait. J'achetais mes propres vêtements chez Emmaüs, payais mes propres fournitures scolaires, couvrais ma propre facture de téléphone avec un forfait prépayé. Béatrice disait que ça forgeait le caractère. Henri ne disait rien, ce qui était sa principale contribution à la plupart des conversations. Les 3 photos que j'ai mentionnées plus tôt étaient toutes formelles, posées. Une de mes 5 ans, habillée d'un costume pour le mariage de la cousine de Béatrice. Une de ma remise de diplôme du collège parce que l'école l'exigeait. Une de mon 16e anniversaire à la préfecture quand j'ai obtenu mon permis. Béatrice les gardait dans un tiroir, pas affichées nulle part. Les murs avaient des œuvres d'art de Jiffy, des estampes génériques de fleurs et de paysages. Rien de personnel, rien qui suggérait qu'une famille vivait ici. Le dîner était toujours à 6 heures précises. Béatrice cuisinait des repas qui pouvaient être étalés sur plusieurs jours. Le rôti du dimanche devenait les sandwichs du lundi, la soupe du mardi, le gratin du mercredi. Elle avait tout réglé à la science, exactement combien de calories par euro, exactement combien de nutrition par centime. Nous mangions dans un silence relatif, les nouvelles en fond sonore, Henri grommelant occasionnellement son accord avec une opinion politique. Béatrice coupant sa nourriture en bouchées mesurées identiques. J'ai essayé une fois, quand j'avais environ 14 ans, de poser des questions sur mes parents biologiques. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Ils ne pouvaient pas s'occuper de toi, a dit Béatrice sèchement. Nous avons pris le relais quand d'autres ne l'ont pas fait. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Henri avait ajouté tranquillement, il vaut mieux ne pas fouiller dans le passé, mon fils. C'était l'une des rares fois où il m'appelait, mon fils, sans que cela sonne comme s'il lisait un script. Les anniversaires étaient reconnus mais pas célébrés. Une carte généralement générique. Joyeux anniversaire, imprimé à l'intérieur, signé, Béatrice et Henri Lefebvre. Noël était similaire, cadeaux pratiques seulement, chaussettes, fournitures scolaires. Une année, une calculatrice graphique parce qu'elle était requise pour le cours. Le sapin était retiré le 26 décembre quoi qu'il arrive. Inutile de payer l'électricité pour des lumières que nous n'utilisons pas, disait Béatrice. Je vois tout différemment maintenant. Chaque souvenir est teinté par la vérité. La façon dont Béatrice tenait des registres méticuleux de chaque centime dépensé pour moi. La façon dont Henri me présentait toujours comme « le garçon » à ses collègues. La façon dont il ne venait jamais aux réunions parents-professeurs à moins que l'État ne l'exige. La façon dont ils avaient des conversations à voix basse qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Des conversations que je sais maintenant portaient probablement sur leur aubaine mensuelle. Mais voilà le truc avec le fait de grandir sans amour. Vous ne savez pas ce qui manque tant que quelqu'un ne vous montre pas ce que vous auriez dû avoir. Je pensais que toutes les familles étaient transactionnelles. Je pensais que tous les parents tenaient des feuilles de calcul. Je pensais que la maison d'enfance de tout le monde ressemblait à un arrangement temporaire qui pouvait se terminer à tout moment. J'avais raison sur la dernière partie au moins. Assieds-toi, Antoine, a dit Béatrice ce matin-là, sans lever les yeux de sa calculatrice. La table de la cuisine était couverte de documents, de feuilles de calcul et de relevés bancaires. Maintenant que tu as 18 ans, l'échec s'arrête. Mon estomac a chuté comme si j'avais raté la dernière marche d'un escalier. Quel chèque ?
Henri s'est agité inconfortablement sur sa chaise, le bois craquant sous son poids. Il portait son uniforme de travail, probablement impatient de s'échapper à la quincaillerie où il pouvait se cacher derrière les feuilles d'inventaire et le service client. Les chèques de subvention d'adoption, 1300 € par mois pendant 18 ans. C'est pourquoi nous t'avons recueilli. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai réellement senti chacun d'eux atterrir dans ma poitrine, mon estomac, ma gorge. 1300 € par mois pendant 18 ans. Je faisais le calcul même si mon monde s'effondrait. 234 000 €. C'est ce que je valais pour eux, a continué Béatrice, sa voix aussi dénuée d'émotion que si elle lisait une liste de courses. Nous avons fourni ce que l'État exigeait, nourriture, logement, éducation. Le contrat est terminé. Tu dois partir avant midi. Vous plaisantez, ai-je dit, ma voix cassée comme si j'avais 13 ans à nouveau. C'est une blague d'anniversaire morbide. Dans une seconde, vous allez rire et apporter un gâteau, n'est-ce pas? Le sac poubelle contient tes affaires, a répondu Béatrice, pointant avec son stylo. Laisse la clé sur le comptoir, l'ouvre-porte de garage aussi, et la clé de la maison cachée sous le faux rocher. Je sais que tu en as fait une copie. Elle savait pour la clé de rechange, bien sûr qu'elle le savait. Béatrice savait tout ce qui pourrait lui coûter de l'argent ou compromettre son contrôle. Je ne comprends pas, ai-je dit, bien que je commençais à comprendre. Les pièces du puzzle se mettaient en place, créant une image que je ne voulais pas voir. Vous m'avez élevé. Je vous appelle maman et papa. Comment pouvez-vous simplement me jeter dehors? Tu es légalement un adulte, a dit Béatrice, levant finalement les yeux de ses calculs. Nous n'avons plus aucune obligation de t'héberger. En fait, te garder ici pourrait compliquer nos impôts. Nous t'avons déclaré comme personne à charge, mais maintenant que la subvention est terminée, tu es une charge plutôt qu'un atout. Une charge, un atout. On parlait de moi comme d'une voiture qui s'était dépréciée au-delà de sa valeur utile. S'il vous plaît, ai-je dit, et je me suis réellement mis à genoux dans cette cuisine, là, sur le sol en linoléum que j'avais lavé tous les samedis pendant 18 ans. Je trouverai un emploi à temps plein. Je paierai un loyer. J'achèterai ma propre nourriture. Donnez-moi juste un mois pour m'organiser. Henri a détourné le regard, étudiant le mur comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Béatrice a juste pointé l'horloge. Il est 9h47. Tu as jusqu'à midi. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Je suis resté à genoux pendant 30 secondes, peut-être une minute, attendant quelque chose, n'importe quoi. Une faille dans leur résolution. Mais Béatrice est retournée à sa calculatrice et Henri s'est levé pour remplir son café, me contournant comme si j'étais un meuble. Quand je me suis finalement levé, mes jambes tremblaient. 18 ans, ai-je dit. 18 ans à vous appeler mes parents. Cela ne signifie-t-il rien? Tu as été bien soigné, a dit Béatrice. Nourri 3 repas par jour, vêtu de manière appropriée, éduqué par le système scolaire public. Soins médicaux et dentaires selon les directives de l'État. Tu as reçu tout ce à quoi tu avais droit. Et l'amour? La question est sortie à peine un murmure. Les doigts de Béatrice se sont arrêtés sur les touches de la calculatrice un instant. L'amour ne paie pas les hypothèques, Antoine. Je suis allé dans ma chambre, ou ce qui avait été ma chambre pendant 18 ans. Les murs étaient nus parce que Béatrice ne croyait pas aux affiches ou à la décoration personnelle. Les meubles étaient basiques, fonctionnels, probablement achetés en gros chez un fournisseur agréé par l'État. J'ai ouvert le placard et j'ai trouvé mes vêtements déjà triés en 2 piles. Les choses que j'avais achetées moi-même, qui allaient dans le sac poubelle, et les choses qu'ils avaient achetées, qui restaient. Mon ordinateur portable est resté parce qu'il l'avait acheté pour l'école. Le réveil est resté parce qu'il venait avec la chambre. Le gant de baseball qu'Henri m'avait acheté quand j'avais 12 ans est resté, même si nous n'avions jamais joué à la balle, pas une seule fois. Il l'avait acheté parce que l'école l'exigeait pour le PS, rien de plus. Je me suis retrouvé dans la salle de bain, fixant mon reflet. Yeux bruns, cheveux bruns, taille moyenne, corpulence moyenne. Je ne ressemblais à personne et à tout le monde à la fois. Était-ce pour cela que c'était si facile pour eux? Parce que j'étais assez générique pour me fondre dans leur vie beige sans perturber la palette de couleurs. De retour dans la cuisine, Béatrice était au téléphone. Oui, la chambre sera disponible cet après-midi. 450 € par mois, charges comprises, premier mois et caution exigée.
Elle louait déjà ma chambre. Alors que j'étais encore dans la maison, elle organisait mon remplacement. Pas un autre enfant placé, cependant, mais un locataire payant. Un véritable atout. Qui étaient mes parents biologiques? Ai-je demandé soudainement. Béatrice a couvert le téléphone. Est-ce que ça importe? Ils t'ont abandonné. Nous t'abandonnons. Cela me semble cohérent. Vous savez qui ils étaient? L'État a fourni des antécédents médicaux de base à des fins d'assurance. Rien de plus n'était pertinent pour notre arrangement. Notre arrangement. C'est ce qu'avait été mon enfance. Un arrangement. Henri est revenu du garage tenant un billet de 20 €. Il me l'a tendu sans me regarder dans les yeux. Pour la nourriture, a-t-il marmonné. Jusqu'à ce que tu sois installé. 20 €. Après 234 000 €, il m'offrait 20 €. J'ai voulu le déchirer, le lui jeter à la figure, maintenir une certaine dignité, mais je l'ai pris. La fierté ne vaut pas grand-chose quand on est sur le point d'être sans abri. C'est l'heure, a annoncé Béatrice à midi pile. Elle se tenait près de la porte, la tenant ouverte. Nous avons des rendez-vous cet après-midi. J'ai ramassé le sac poubelle, étonnamment léger pour contenir une vie entière. En passant devant elle, je me suis arrêté. Avez-vous déjà, même un instant, pensé à moi comme à votre fils? Elle m'a regardé avec ses yeux gris qui n'avaient jamais, pas une seule fois, été chaleureux. Je t'ai considéré comme ma responsabilité. J'ai rempli cette responsabilité entièrement. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement décisif. J'ai entendu le peine dormant se tourner, puis la chaîne de sécurité, puis rien d'autre que le son de la banlieue parisienne continuant sa journée. Des tondeuses à gazon qui fonctionnent, des enfants qui jouent, des familles étant des familles d'une manière que je ne comprendrai jamais. Je me suis tenu sur le trottoir, tenant mon sac poubelle, 20 € en poche, et nulle part où aller. Le dépliant du foyer d'hébergement que Béatrice m'avait donné était déjà humide de sueur de ma paume. L'adresse était en centre-ville, à au moins 1 heure de marche. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Béatrice, tu n'es plus sur notre forfait famille. Le service se termine à minuit. Prévois en conséquence. Même mon téléphone était sur un compte à rebours. Toute mon existence dans leur vie avait été programmée, budgétisée, et était maintenant efficacement terminée. J'ai commencé à marcher. Mardi dernier, 20 juin, tout a changé. J'étais assis devant la bibliothèque publique de Paris, mon endroit habituel sur les marches en béton où les caméras de sécurité n'atteignaient pas, et les gardes de sécurité ne vous dérangeaient pas si vous aviez l'air suffisamment propre. 3 mois de vie en foyer d'hébergement m'avaient appris l'importance des apparences. Prendre une douche tous les jours, même si l'eau est froide. Se raser avec les rasoirs jetables du kit du foyer. Garder ses vêtements propres, même si on doit les laver dans les lavabos des salles de bain. Un homme en costume gris s'est approché, et mon corps s'est tendu automatiquement. On développe cet instinct rapidement dans les foyers. Les costumes gris signifiaient généralement des détectives de police ou des assistantes sociales, aucun des deux n'apportant de bonnes nouvelles. Mais cet homme bougeait différemment, de manière intentionnelle, comme s'il avait cherché quelque chose de spécifique, et venait de le trouver. Antoine Lefebvre, a-t-il demandé, sortant un portefeuille en cuir. Mon premier instinct a été de courir. 3 mois dans la rue vous apprennent que quand quelqu'un en costume connaît votre nom, c'est rarement bon. Mais j'étais fatigué de courir, fatigué de me cacher, fatigué d'être personne de nulle part. Ça dépend de qui demande. Mon nom est Vincent Moral. Je suis détective privé. Il m'a tendu une carte de visite. Papier cartonné coûteux, lettres gaufrées. Vraiment? Je te cherche depuis 3 mois. Ton père biologique m'a engagé pour te trouver il y a des années, mais tes dossiers d'adoption étaient scellés. Quand tu as eu 18 ans et que tu as postulé à des emplois en utilisant ton numéro de sécurité sociale, j'ai enfin eu un signalement. Les mots « père biologique » ont envoyé de l'électricité dans tout mon corps. Mon père biologique. Vincent s'est assis sur les marches à côté de moi, ne se souciant pas de son costume coûteux sur le béton sale. Ce petit geste d'humanité signifiait plus qu'il ne le savait probablement. Théodore Beaumont. Il te cherchait depuis le jour où il a signé les papiers d'adoption. Il cherchait? J'ai saisi le passé composé. Il cherchait? Pourquoi n'est-il pas là? L'expression de Vincent s'est adoucie.
Le genre de regard que les gens ont quand ils sont sur le point de vous donner des nouvelles qui vont vous briser. Je suis désolé de te l'annoncer de cette façon, mais il est décédé la semaine dernière. Crise cardiaque à son bureau. Il te cherchait encore quand c'est arrivé. Les mots n'avaient aucun sens. J'avais passé 3 mois à imaginer des scénarios où quelqu'un viendrait me chercher, où quelqu'un se soucierait de mon existence. Maintenant, quelqu'un l'avait fait, et il était déjà parti. Vincent a sorti une tablette, glissant vers une photo. C'est lui, Théodore Beaumont. J'ai regardé l'écran et j'ai vu mon propre visage, vieilli de 30 ans. Les mêmes yeux bruns, la même mâchoire, le même léger pli dans le nez, mais là où mes yeux avaient l'air fatigués et vaincus, les siens avaient l'air déterminés, volontaires. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de Béatrice et Henri, debout devant un bâtiment en verre avec « Industrie pétrolière Beaumont » gravé sur l'entrée. Pétrole, ai-je dit, me souvenant de la blague du vieux Dubois selon laquelle j'avais de l'huile dans le sang. PDG et fondateur, a confirmé Vincent. Il a commencé avec une seule plateforme pétrolière il y a 20 ans, l'a transformée en empire. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'autres enfants, a dit qu'il ne le pouvait pas. Pas avant de t'avoir trouvé. Pourquoi m'a-t-il abandonné? La question brûlait en sortant. Vincent m'a montré une autre photo. Celle-ci plus ancienne, plus granuleuse, un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, tenant un bébé. Il avait 22 ans quand tu es né. Ta mère, Émilie Collin, est décédée en couche. Des complications que personne n'avait vu venir. Les parents de Théodore l'ont convaincu qu'il ne pouvait pas élever un bébé seul, que tu serais mieux avec une famille stable à 2 parents. Il a signé les papiers et l'a regretté en 1 semaine. 1 semaine? J'ai senti la colère monter. Il l'a regretté après 1 semaine, et il lui a fallu 18 ans pour me trouver. Il a essayé d'annuler l'adoption immédiatement, mais tu avais déjà été placé chez les Lefebvre. Les dossiers étaient scellés. Il a passé 18 ans et des millions d'euros à essayer de briser les murs légaux. Des détectives privés, des avocats, même des lobbyistes essayant de changer la loi sur l'adoption en France. Il m'a engagé il y a 5 ans, son 14e détective privé. Vincent a sorti un dossier épais de documents. Il y a 3 ans, je t'ai trouvé. J'ai trouvé les Lefebvre. Mais quand Théodore a essayé de prendre contact, ils ont menacé de poursuites judiciaires. Ordonnance restrictive, accusation de harcèlement. Ils savaient qu'ils te cherchaient, Antoine. Ils savaient et ils ne te l'ont jamais dit. La rage qui me remplissait était pure et brûlante. Béatrice et Henri avaient su. Quelqu'un me voulait. Quelqu'un me cherchait désespérément, et ils l'avaient caché pour continuer à percevoir leur chèque. Il était censé être ici, a continué Vincent. Le plan était de t'approcher le jour de tes 18 ans, quand les Lefebvre n'auraient plus d'autorité légale, mais la crise cardiaque est survenue le 13 mars, 2 jours avant ton anniversaire. Le 13 mars. Pendant que je rangeais des étagères au garage, planifiant ce que je pourrais dire à Béatrice et Henri lors de mon dîner d'anniversaire, mon père mourait à son bureau, essayant toujours de me trouver. Il y a plus, a dit Vincent, se levant. Nous devons aller au bureau de l'avocat. Il y a des documents que tu dois voir, des décisions que tu dois prendre. Des décisions? J'ai ri, mais c'est sorti amer. Je vis dans un foyer d'hébergement. Je possède une seule paire de chaussures. Quelle décision pourrais-je bien avoir à prendre? Vincent m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Théodore Beaumont a tout laissé. Chaque centime, chaque actif, chaque action. Tu es sur le point de devenir l'une des personnes les plus riches de France. Je me suis tenu sur ces marches de la bibliothèque où j'avais passé tant d'après-midi à remplir des demandes d'emploi pour des postes au salaire minimum, étant refusé par des restaurants de restauration rapide pour être surqualifié parce que j'avais obtenu mon bac et essayé de digérer ce qu'ils disaient. Je ne comprends pas, ai-je dit. Ils ne me connaissaient pas. Je pourrais être n'importe qui. Je pourrais être une personne terrible. Tu es son fils, a dit Vincent simplement. C'était suffisant pour lui. Il avait l'habitude de dire, je n'ai pas besoin de le connaître pour l'aimer. Je l'ai aimé depuis le jour où je l'ai perdu. Le trajet jusqu'au cabinet de l'avocat était surréaliste. La voiture de Vincent sentait le cuir et le café, propre et cher. La climatisation fonctionnait parfaitement. La radio jouait de la musique classique doucement. C'était l'opposé de chaque trajet en bus que j'avais pris pour des entretiens d'embauche, espérant que mon déodorant tiendrait.
priant pour que mes vêtements ne sentent pas le foyer. Il parlait constamment de toi, a dit Vincent alors que nous traversions des quartiers de Paris que je n'avais jamais vus. Des tours de verre et des pelouses impeccables. Chaque réunion se terminait par une mise à jour sur la recherche. Chaque succès était mesuré par le fait qu'il le rapprochait de toi. Le conseil d'administration avait l'habitude de plaisanter en disant que Industrie pétrolière Beaumont n'était en fait qu'un mécanisme de financement de 18 ans pour trouver Antoine Lefebvre. Savait-il quelque chose à mon sujet, sur la façon dont je vivais? Il savait que les Lefebvre recevaient des subventions d'adoption. Cela le tuait de savoir qu'il profitait de te garder. Il a essayé de leur offrir de l'argent, 10 fois ce que l'État payait juste pour permettre un contact. Ils ont refusé. On dit que tout contact serait préjudiciable à ton bien-être. Préjudiciable à mon bien-être. Béatrice avait utilisé mon bien-être comme un bouclier tout en calculant ma valeur au centime près. Le cabinet de l'avocat était au 40e étage d'un bâtiment devant lequel j'étais passé 100 fois mais où je n'étais jamais entré. Le trajet en ascenseur semblait être une ascension vers un monde différent, un monde où les chaussures des gens étaient assorties et leurs vêtements taillés correctement, et où leur avenir n'était pas déterminé par les caprices d'étrangers. Maître Chen, l'avocate, nous attendait dans une salle de conférence aux murs vitrés surplombant Paris. La ville s'étendait sous nos pieds, et quelque part là-bas se trouvait le foyer où mon lit de camp était probablement déjà attribué à quelqu'un d'autre. Monsieur Beaumont, dit-elle, et j'ai failli la corriger. J'ai failli dire que ce n'était pas vraiment mon nom. Mais qu'était-ce? Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter. Maître Chen a déposé une enveloppe scellée sur la table de conférence. Le nom de Théodore y était inscrit d'une écriture tremblante. Votre père a écrit ceci le matin de sa mort. Il a insisté pour qu'elle vous soit remise non ouverte, par vos seules mains. Mes doigts tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier à en-tête personnelle et une petite clé en laiton avec une étiquette d'adresse. La lettre comportait 3 pages couvertes d'une écriture hâtive, comme s'il savait qu'il manquait de temps. Mon fils, si tu lis ceci, alors j'ai échoué à te trouver à temps, mais au moins tu as été retrouvé. Ta mère est décédée en te donnant la vie. Elle s'appelait Émilie Collin, et elle était l'amour de ma vie. Tu as son sourire, même si je suppose que tu ne le saurais pas. J'avais 22 ans, j'étais effrayé et faible. Mes parents m'ont convaincu qu'un père célibataire, surtout aussi jeune et mal préparé que moi, ne pourrait pas te donner ce dont tu avais besoin. Ils avaient déjà contacté une agence d'adoption, déjà trouvé la famille parfaite, un couple stable qui ne pouvait pas avoir d'enfants eux-mêmes. J'ai signé les papiers dans un brouillard de chagrin et de confusion. Je l'ai regretté en une semaine. J'ai dû arrêter de lire un instant. La salle de conférence était devenue floue. Maître Chen a discrètement poussé une boîte de mouchoirs sur la table. À ce moment-là, tu étais parti, scellé derrière des murs légaux. J'ai passé 18 ans à essayer de les abattre. Les Lefebvre t'avaient, et l'État français considérait l'affaire classée. J'ai tout essayé. Des recours juridiques, des détectives privés, même soudoyer des greffiers, ce qui m'a coûté une fortune en frais d'avocat quand j'ai été pris, mais ça valait la tentative. La clé ouvre un coffre-fort à l'adresse ci-dessous. À l'intérieur se trouve tout ce que j'ai rassemblé en te cherchant. Chaque cadeau d'anniversaire que j'ai acheté mais que je n'ai pas pu offrir. Chaque lettre que j'ai écrite mais que je n'ai pas pu envoyer. Et la vérité sur pourquoi te trouver est devenue mon obsession. La lettre continuait, le nom de jeune fille de ta mère était Collin. J'ai nommé le plus récent champ pétrolifère de l'entreprise d'après toi, la réserve Collin, découverte le jour de tes 16 ans. C'est le champ le plus productif que nous possédons. J'ai bâti un empire en espérant qu'un jour il serait assez bruyant pour que tu m'entendes t'appeler. Chaque contrat que j'ai signé, chaque accord que j'ai conclu, je l'ai fait en pensant que peut-être ce serait celui qui générerait assez d'argent pour te retrouver. Je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour te garder. Je suis désolé de ne pas avoir été assez rapide pour te trouver, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. La fortune que je te laisse n'est pas un héritage. Ce sont 18 ans d'excuses dans le seul langage qui me restait. Vincent m'a conduit à l'adresse du coffre-fort, un bâtiment anonyme dans le quartier industriel de Poitiers. De l'extérieur, cela ne ressemblait à rien, juste un autre entrepôt. Mais à l'intérieur, après 3 couches de sécurité, se trouvait une pièce qui m'a coupé le souffle. Les murs étaient recouverts du sol au plafond de preuves de sa recherche. Des rapports de détectives privés. Des milliers d'entre eux,
des photos de progression d'âge montrant à quoi je pourrais ressembler à 5, 10, 15 ans. Chaque Antoine Lefèvre en France avait été enquêté. Il y avait des coupures de journaux de mon lycée, l'annonce de mon tableau d'honneur, mon nom en petits caractères entouré d'encre rouge avec « S lui » écrit en marge. Il avait été si proche tant de fois. Le centre de la pièce contenait 18 ans de cadeaux d'anniversaire, chacun emballé et étiqueté. Un camion de pompiers joué pour l'âge de 4 ans avec une note, chaque garçon devrait avoir un camion. Un gant de baseball pour l'âge de 9 ans, je t'aurais appris à attraper. Un jeu de clés de voiture pour 16 ans, ta première voiture, une Mustang, comme celle que ta mère aimait. La voiture était apparemment toujours en stockage, attendant, mais c'est le bureau qui m'a brisé. Des centaines de lettres organisées par date. J'en ai pris une au hasard de mes 13 ans. Antoine, tu as 13 ans aujourd'hui. Je me demande si tu aimes la science. J'adorais la chimie à ton âge avant de découvrir l'ingénierie pétrolière. J'espère que quelqu'un t'apprend à lancer une balle courbe. J'espère que quelqu'un te dit qu'il est fier de toi. Je le suis, même de loin. J'ai reçu ta photo d'école aujourd'hui, achetée auprès d'une entreprise qui vend des photos de fin d'année en ligne. Tu as l'air sérieux, pensif. Ta mère avait la même expression quand elle se concentrait. Je porte ta photo partout. Le conseil d'administration pense que je suis fou. Sortir une photo d'école d'un garçon que je n'ai jamais rencontré lors de négociations de millions d'euros. Mais tu me ramènes à la réalité. Tu me rappelles pourquoi je construis ça. Tout ça est pour toi. Vincent se tenait tranquillement près de la porte pendant que je parcourais lettre après lettre, année après année, l'amour d'un père documenté à l'encre et sur papier. Puis j'ai trouvé le dossier qui a tout changé. Récupération d'adoption échouée. Famille Lefèvre. À l'intérieur se trouvaient des documents, de la correspondance juridique, des courriels. Théodore m'avait trouvé il y a 3 ans. Il avait essayé de prendre contact, envoyer des lettres, s'était même présenté à la maison une fois. Béatrice et Henri avaient répondu avec des avocats, menacés d'accusations de harcèlement, déposé une demande d'ordonnance restrictive. Il y avait des photos de ma maison, de moi marchant à l'école, montant dans l'utilitaire d'Henri, travaillant au garage. Mon père m'avait observé de loin, légalement interdit de m'approcher. Un courriel de Béatrice à l'avocat de Théodore était surligné, les tentatives de contact de M. Beaumont perturbent notre structure familiale. Antoine s'épanouit sous nos soins et n'a pas besoin de la confusion de l'interférence d'un parent biologique. Toute nouvelle tentative de contact entraînera des poursuites pénales. Les subventions mensuelles que nous recevons de l'État sont sans rapport avec cette affaire et ne doivent pas être interprétées comme une motivation pour maintenir la garde. Elle avait su. Elle avait tout su et me l'avait caché pour continuer à recevoir ses chèques mensuels. Au bas du dossier se trouvait une clé USB étiquetée « Message final ». Vincent a sorti un ordinateur portable et nous l'avons branché. Le visage de Théodore est apparu à l'écran, daté une semaine avant sa mort. Il avait l'air épuisé mais déterminé. « Antoine, demain je prends l'avion pour Paris. Vincent a finalement confirmé que tu auras 18 ans et que tu seras libre du contrôle des Lefèvre. Après 18 ans, je vais enfin rencontrer mon fils. » J'ai répété ce que je devais dire 1000 fois, mais je sais que je vais juste pleurer. J'espère que tu pourras pardonner la lâcheté d'un jeune homme. J'espère que nous pourrons construire quelque chose avec le temps qu'il nous reste. J'ai fait une réservation au restaurant pour ton dîner d'anniversaire. Un endroit sympa, un endroit qui sert ce gâteau au chocolat que tout le monde semble aimer pour les anniversaires. Je n'ai jamais pu te voir souffler des bougies, faire des vœux. J'ai 18 ans de vœux accumulés. Tous ne sont que des variations de la même chose, ramener mon garçon à la maison. Je t'aime, mon fils. Je viens te chercher. Cette fois, rien ne m'arrêtera. L'horodatage indiquait 23h47 le 12 mars. Il est mort à son bureau 6 heures plus tard, planifiant nos retrouvailles. Vincent a finalement parlé. Les ambulanciers ont dit qu'il tenait un billet d'avion pour Paris et ta photo quand ils l'ont trouvé. Je me suis assis dans ce coffre-fort, entouré de 18 ans d'amour que je n'avais jamais reçu, de cadeaux que je n'avais jamais ouverts, de lettres que je n'avais jamais lues, et j'ai ressenti tout le poids de ce qui m'avait été volé. Non seulement par Béatrice et Henri, mais par le destin, par le timing, par un cœur qui a lâché 2 jours trop tôt. Il y a encore une chose, à 10 mètres chaîne, sortant une tablette. La valeur de la succession, industrie pétrolière Beaumont, est évaluée à 91 millions d'euros. 4 manoirs à travers la France,
chacun entièrement payé. Une île privée au large de la côte atlantique qu'il a achetée l'année de tes 10 ans, et nommée île Colin. Divers investissements et actifs liquides totalisant 30 millions supplémentaires. Tout cela est à toi, Monsieur Beaumont. Beaumont. Elle m'avait appelé Monsieur Beaumont. Pour la première fois de ma vie, j'avais un nom que quelqu'un avait voulu que j'aie. J'ai 19 ans maintenant, PDG d'une compagnie pétrolière que j'apprends encore à diriger. Les membres du conseil d'administration qui ont vu Théodore me chercher pendant 18 ans sont devenus mes professeurs, partageant des histoires sur mon père que je ne pourrais jamais créer moi-même. Il me raconte sa détermination, comment il se rendait dans des départements au hasard les week-ends, suivant des pistes selon lesquelles je pourrais être là. Comment il gardait un tiroir de bureau rempli de mes photos d'école achetées sur des sites d'archives publiques. Comment chaque décision commerciale majeure était suivie de la question « Est-ce que cela m'aidera à trouver mon fils ?» Les manoirs m'ont d'abord semblé étranges, trop grands, trop vides, remplis du fantôme d'un homme que je n'avais jamais rencontré, mais qui m'avait aimé plus que quiconque. J'en ai gardé un, la maison où Théodore vivait, laissant sa chambre intacte. Son eau de Cologne est toujours sur la commode. Ses lunettes de lecture sont restées sur la table de chevet, marquant sa place dans un livre sur la réforme du droit de l'adoption qu'il ne finira jamais. Parfois, je m'assois dans son bureau, entouré de ses notes manuscrites sur moi, et je lui parle comme s'il était là. Je lui raconte ma journée, l'entreprise, la vie qu'il a rendue possible. Les 3 autres manoirs ont été transformés. Ce sont maintenant des logements transitoires pour les jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance et les jeunes sans-abri. Le foyer de Paris, où j'ai passé 3 mois à manger des sandwichs périmés et à dormir sur un lit de camp qui sentait le désinfectant, reçoit maintenant un don mensuel qui garantit que personne n'a faim ou froid. La directrice m'a demandé une fois pourquoi je ne voulais pas que mon nom figure sur quoi que ce soit. Je lui ai dit la vérité. Ce n'est pas de la charité quand on est passé par là. C'est juste rembourser une dette à l'univers. Vincent travaille toujours pour moi, mais son travail a changé. Maintenant, il m'aide à retrouver d'autres enfants perdus. D'autres parents biologiques à la recherche d'enfants qu'ils ont perdus au système. Nous avons réuni 12 familles jusqu'à présent. Le mois dernier, nous avons retrouvé un jeune de 17 ans dont la mère biologique le cherchait depuis 15 ans. J'ai payé leur dîner de retrouvailles et les ai regardés de l'autre côté du restaurant, pleurant sur des pattes intactes. C'est ce que Théodore n'a jamais eu. Ce moment, cette chance de pleurer sur un gâteau d'anniversaire tout en rattrapant le temps perdu. J'ai rendu visite à Béatrice et Henri une fois, juste une fois. Ils avaient déménagé dans un appartement plus petit dans un quartier moins prisé de Paris, le genre avec des barreaux aux fenêtres et un portail de sécurité cassé. Henri travaillait en double équipe à la quincaillerie. Béatrice avait pris un 2e emploi de comptable le soir. Sans ma subvention mensuelle, leur vie soigneusement calculée s'était effondrée. Nous t'avons donné ce dont tu avais besoin, a dit Béatrice en ouvrant la porte, ne m'invitant pas à entrer, son visage ne montrant aucune surprise de me voir. Non, ai-je répondu, debout sur leur pas de porte, portant un costume qui coûtait plus cher que leur loyer mensuel. Vous m'avez donné ce que l'État vous payait pour donner. Mais Théodore, qui ne m'a jamais rencontré, m'a tout donné. Il m'a donné un amour qui n'exigeait pas de paiement. Henri est apparu derrière elle, l'air plus vieux, plus fatigué. Antoine, nous avons entendu parler de ton héritage. Si tu pouvais nous aider, nous t'avons quand même élevé pendant 18 ans. L'audace de la chose aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que de la pitié. Vous m'avez élevé pour 234 000 € de subvention. Selon mes calculs, vous avez été payé intégralement. Je les ai laissés là, dans leur pauvreté calculée, et je n'ai jamais regardé en arrière. L'île privée reste presque intacte, exactement comme Théodore l'a laissée. Il y avait construit une petite maison, l'avait remplie de choses qu'il pensait que j'aimerais, du matériel de pêche, bien qu'il ne sût pas si je pêchais, du matériel de sport pour tous les sports possibles, des livres sur tous les sujets. Il se préparait à n'importe quelle version de moi, prêt à aimer qui que je devienne. J'y vais quand le poids de la gestion de son entreprise me semble trop lourd. Quand mon père que je n'ai jamais rencontré me manque. Je m'assois sur le quai qu'il a construit et je pêche avec la canne qu'il m'a achetée. Ne pêchant rien, existant simplement dans un espace qu'il a créé pour nous. Le vieux Dubois avait raison toutes ces années. J'avais bien du pétrole dans le sang, littéralement dans mon ADN, un héritage génétique d'un père qui a transformé l'or noir en empire tout en cherchant son fils perdu. Mais plus que cela, j'ai sa détermination, son refus d'abandonner.
Chaque signature que j'appose en tant que PDG, je la signe en tant qu'Antoine Beaumont, honorant l'homme qui n'a jamais cessé de me chercher. La Fondation Théodore Beaumont pour l'enfance a placé 40 enfants dans des familles sélectionnées. Cette année, de vraies familles qui veulent des enfants, pas des chèques. Nous payons tout, mais l'argent va à des fonds fiduciaires pour les enfants, pas pour les parents. J'interviewe personnellement chaque famille. Je sais quelles questions poser, quels mensonges rechercher. Je connais la différence entre une maison et un foyer, entre des gardiens et des parents, entre l'obligation et l'amour. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'un des enfants que nous avons placé, un garçon de 7 ans nommé Marc. Il a écrit au crayon « Merci pour ma famille ». Ils me lisent des histoires tous les soirs. Ils disent « Je t'aime même quand je ne suis pas sage ». Ils mettent mes photos au mur. Cette lettre est sur mon bureau à côté de la dernière note de Théodore pour moi. 2 générations d'amour, l'une perdue, l'autre retrouvée. L'argent n'efface pas 3 mois de douche froide dans des foyers ou 18 ans de famine émotionnelle. Il ne ramène pas le père qui m'a aimé à distance, qui est mort 48 heures avant de pouvoir me prendre dans ses bras pour la première fois depuis mes 3 mois. Mais cela signifie que je peux garantir qu'aucun enfant ne vivra ce que j'ai vécu. Cela signifie que l'amour de Théodore, fruit de 18 ans d'efforts, continue de rayonner. Retrouver des enfants perdus, construire de vraies familles, créer les liens que Béatrice et Henri ont prouvé ne pas pouvoir être achetés. Parce que c'est à ça que ressemble l'amour. Pas une subvention mensuelle ou un échange calculé, pas un contrat rempli ou une obligation satisfaite. L'amour ressemble à un homme qui passe 18 ans et des millions d'euros juste pour dire 3 mots qu'il n'a jamais pu prononcer, bienvenue à la maison, mon fils. L'amour ressemble à des centaines de cadeaux d'anniversaire non ouverts attendant dans un coffre-fort. À des lettres écrites à un fantôme. À un détective privé engagé pour surveiller de loin parce que la loi ne vous permet pas de vous approcher. À la construction d'un empire comme un phare, espérant que votre enfant perdu verra la lumière et retrouvera le chemin de la maison. Théodore Beaumont est mort en croyant avoir échoué. Il n'avait pas. Il avait passé 18 ans à m'enseigner ce que signifie aimer quelqu'un inconditionnellement, ne jamais abandonner, construire quelque chose de beau à partir de la perte et du désir. Il m'a appris que les vrais parents ne sont pas ceux qui vous gardent pour les chèques, mais ceux qui dépenseraient tout, sacrifieraient tout juste pour savoir que vous allez bien. Je garde sa dernière vidéo sur mon téléphone. Je la regarde quand j'ai besoin de me souvenir à quoi ressemble l'amour. Mon père, épuisé par 18 ans de recherche, tenant un billet d'avion pour venir me trouver, me disant qu'il m'aime, me disant qu'il vient, me disant que cette fois rien ne l'arrêtera. La mort l'a arrêté, mais l'amour n'a pas. L'amour a toujours trouvé un chemin. Certaines nuits, je rêve de ce dîner d'anniversaire qu'il avait prévu, du gâteau au chocolat qu'il avait commandé, des bougies que j'aurais soufflées. Dans mes rêves, il arrive à Paris. Nous sommes assis l'un en face de l'autre dans ce restaurant. 2 étrangers avec le même visage, les mêmes yeux, la même huile dans le sang. Il me dit qu'il est désolé. Je lui dis que je comprends. Nous pleurons tous les 2 sur un gâteau au chocolat qui a le goût de la rédemption. Puis je me réveille dans sa maison, dirigeant son entreprise, vivant son rêve de me ramener à la maison. Et je réalise que le rêve est devenu réalité, juste pas comme nous l'avions imaginé. Je suis à la maison maintenant, dans une maison construite par l'amour, dans une vie financée par la détermination, dans un avenir qu'il a créé en refusant de me laisser partir. Béatrice et Henri m'ont abandonné gratuitement dès que les chèques ont cessé d'arriver. Théodore n'a jamais abandonné, même lorsque son cœur a cessé de battre. C'est la différence entre une transaction et une transformation. Entre un logement et un foyer, entre les gens qui m'ont gardé et celui qui m'a aimé. Bienvenue à la maison, mon fils. J'ai enfin réussi, papa.